Les sables du Sahara, mémoire indélébile. Des peuples y ont vécu le long des siècles et leur mémoire est enfuie au fond de ces profondeurs fuyantes. Les hommes et femmes qui vivent là sont les héritiers inexorables de la tradition. Ils portent sur leur corps, dans leur esprit, l'empreinte bien ancrée d'une culture qui les marque jusque dans leur chair. Cette jeune femme, à l'allure preste, à la silhouette féline, enjambant la crête des dunes, a, il y a de cela quelques années, vécu un terrible supplice au nom d'une tradition implacable. Cette coutume, considérée comme une étape incontournable de la purification des filles en milieu traditionnel. Zora, comme la plupart des filles de son campement, a aujourd'hui oublié la douleur, mais elle garde encore les traces de cette diminution au plus profond d'elle-même. L'excision, cette mutilation génitale féminine, est une tradition dont la pratique est très répandue dans la quasi-totalité des campements du Sahara. Pratiquée aux premières lueurs du jour, avant la levée du camp vers de nouveaux horizons prometteurs. En Mauritanie, pays de Zora, la pratique de l'excision est assez répandue. Très pratiquée dans le sud et l'est du pays, elle l'est beaucoup moins au centre ou dans le nord. Dans la zone où nous nous trouvons, l'excision est pratiquée sous le couvert islamique. Elle a ici valeur de dogme. Un dogme sans lequel aucune femme n'est accomplie. Au village, j'entends parler, c'est tout. J'entends parler des grands-parents, des tantes. Avant, on faisait l'excision à l'âge de, peut-être pas tôt quand même. On faisait à l'âge de 5 ans. 5 ans, 6 ans. Bon, il paraît que c'est l'exciseuse, celle qui fait la matrone. Il y avait toujours une matrone, une accoucheuse qui est à côté. C'est elle qui faisait les accouchements. En même temps aussi, c'est elle qui faisait les excisions. Ouais. Il y a eu souvent des accidents. Moi, je n'ai pas vu, mais les grands-parents ont parlé. Nous l'appelons ici Ziana. Nous la pratiquons juste après le baptême musulman du nouveau-né, c'est-à-dire au 7e jour de naissance. Après l'ablation du clitoris, un pansement fait de fumier et noyau de dattes grillé est appliqué à la cicatrice. Ensuite, les 2 jambes de l'enfant restent retenues, attachées à l'aide d'une étoffe. La guérison a lieu généralement 3 jours après. Les mutilations génitales féminines sont devenues malheureusement de nos temps un problème de santé publique. On sait bien qu'il y a 2 ou 3 formes d'MGF. Il y a l'ablation partielle du clitoris et il y a les MGF dites pharaoniques où il y a une ablation complète de toute la vulve avec une suture, une fermeture du canal vulvaire. Il y a malheureusement plusieurs complications qui peuvent émailler cette pratique, dont notamment les hémorragies et les infections.
On sait bien que le clitoris est un organe très sensible, un organe très vascularisé, et donc son ablation peut conduire à des hémorragies, peut conduire à des infections. Ces hémorragies, si elles ne sont pas maîtrisées rapidement, peuvent être mortelles. Ces infections peuvent être localisées au niveau de l'appareil génital, mais peuvent s'étendre à tout l'organisme et faire ce qu'on appelle une septicémie, qui est une maladie extrêmement grave et qui peut conduire à la mort. Il y avait des filles d'ailleurs qui étaient mortes de ça, mais les gens ne pouvaient pas savoir. Ils savaient quand même l'enfant en général meurt de l'anémie. Quand un enfant saigne, il vaut mieux lui donner quelque chose, au moins comme faire de la viande ou du poisson, mais des œufs. Mais c'est ça qui a aggravé les choses. La fille saigne, ils font un peu de soins, ils font des soins traditionnels. Des soins traditionnels. Ça ne marchait pas tellement aussi. Parfois ça passe, ça cicatrise mal. Parfois ça cicatrise bien. Parfois les conséquences, l'enfant meurt. C'était terrible. C'était terrible. Donc on peut dire qu'il y a 4 ou 5 types de complications fréquentes rencontrées lors des pratiques des MGF, notamment l'hémorragie suite à l'ablation directe, le choc dû à la douleur, les infections locales, les infections généralisées et leurs conséquences que la mort, les infections chroniques avec la possibilité d'une stérilité primaire et les infections chroniques avec une possibilité de dystocie et donc d'hémorragie et de maladies relatives à l'hémorragie, donc de mort fœtale et de mort maternelle au cours de l'accouchement. Et ce qui est plus grave avec les femmes, parfois ça cicatrise très mal. Alors quand ça cicatrise très mal, c'est très grave parce que ça part jusqu'à mettre une couche au-dessus du vagin. Ça, c'était très grave. Alors là, une fois la fille mariée, il faut inciser cette couche. Alors là, c'est très grave. Et ça fait saigner la fille, ça fait souffrir la fille. Parfois aussi, ça cicatrise mal, ça endommage toutes les petites lèvres. Tu sais, les petites lèvres et les grandes lèvres, c'est pour couvrir. Normalement, c'est pour couvrir. Alors, si ça cicatrise très mal, c'est dur, si la fille grandit avec ça, parfois, elle grandit avec ça mal, d'ailleurs, très mal. Et comme c'est intime, ils ne peuvent pas en causer d'autres. Parfois aussi, ça passe. Mais le moment de l'accouchement, par exemple, la plupart des filles excisées avant le premier accouchement, ils ont des déchirures. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur l'apparition de ce phénomène social, mais il est certain que l'excision a connu et connaît sans doute toujours une grande expansion et a eu un effet néfaste important sur la santé reproductive des populations. Les campagnes de sensibilisation des instances médicales n'ont produit jusque-là qu'un impact réduit. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 130 millions de femmes dans le monde ont subi les affres de cette pratique, 100 millions uniquement en Afrique. Ce chiffre est en constante augmentation et s'accroît chaque année de près de 2 millions de femmes. Une enquête spécifique de l'Office national de la statistique en Mauritanie montre que 77% des femmes dont l'âge se situe entre 15 et 49 ans ont été soumises à des mutilations génitales féminines. Certains disent que c'est une sunna. Cependant, la coutume chez nous a la force de la religion. Et selon la tradition, elle inhiberait la forte libido liée à la puberté, qui est source de déshonneur pour les jeunes filles.
et pour nous assurer du caractère islamique prétendument dogmatique, derrière lesquels se cachent les défenseurs de cette dégradante pratique, nous avons rencontré M. Hamdan Oulta. Ce phénomène de l'excision est une pratique anti-islamique qui a été pratiquée par la société bédouine d'Arabie et par d'autres peuples de cette époque. Quand l'islam est apparu, il y avait une femme à Médine qui s'adonnait à cette pratique. Le prophète lui aurait parlé en ces termes en la voyant s'adonner à sa profession d'exciseuse, coupée peut-être, mais n'éradiquée point. En admettant que ce hadith s'avéra exact, il ne représentait plus qu'une simple orientation qui n'a pas valeur de dogme. Il voudrait simplement dire qu'il est possible de s'adonner à cette pratique à condition de ne pas mutiler l'organe génital lui-même. Quant à l'excision, dite pharaonique ou semi-pharaonique, et qui consiste en l'éradication complète des organes génitaux, celle-ci est totalement bannie par la religion musulmane. Il n'est toléré en islam que l'excision dite de la sunna, une recommandation émanant du conseil des faqih, dit qu'elle ne peut être pratiquée qu'en cas d'extrême nécessité. Cette fatwa qui s'appuie sur le kitab al-Madkhal de Ibn al-Hajj dit justement que les femmes d'Afrique du Nord n'ont point besoin d'être excisées. Et donc, il en ressort que l'excision n'est point une nécessité religieuse. Et si elle devait quand même être pratiquée, il est impératif qu'elle le soit dans des conditions hygiéniques et médicales optimales. Au cas où ces conditions ne seraient pas réunies, tous ceux qui s'adonneraient à cette pratique, qu'ils soient tradis, praticiennes, médecins sans vergogne ou tout autre individu, ceux-ci s'exposent en fait aux sanctions religieuses qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort en cas de décès. Même si tous s'accordent sur la source religieuse de cette pratique, personne n'arrive à produire une preuve irrévocable qui pourrait lui donner un caractère dogmatique. Quel exemple? Essaie de se retrancher derrière des arguments moraux et ou sociaux, tels la pudeur, la fidélité conjugale, la nécessaire soumission sociale de la femme, etc. Quels qu'ils soient, les arguments avancés demeurent bien trop faibles pour expliquer un tel attachement et une telle perpétuation d'une pratique qui perdure malgré tout et arrive des fois jusqu'aux portes des grandes villes. Et le fondement de cette pratique, c'est la conservation de la pureté généalogique qui est derrière toute la problématique liée à la sexualité dans nos pays. Je crois qu'en Mauritanie, la pratique a beaucoup régressé. Beaucoup régressé. Je ne veux pas aussi oublier de vous dire que le problème de la sexualité dans nos pays, nous, outre cette pureté, est orienté plus donc vers la reproduction. C'est-à-dire que les gens se marient, font le sexe d'une manière générale, parce que il faut se reproduire. Et c'est ça la tâche fondamentale qu'on. Donc la dimension plaisir n'est pas contenue dans la culture sexuelle de nos pays. On doit faire le sexe, on doit aller dans le sens des pratiques, etc., pour avoir des enfants, pour les éduquer, pour garantir la continuité, etc., de la famille, etc. Mais ce n'est pas pour avoir plaisir. Donc, la notion de plaisir n'est pas incluse dans notre conception et dans notre culture traditionnelle, telle que, en tout cas, volontairement exprimée et voulue.
Alors, on crée des arguments culturels pour cela. On excise la fille, c'est pour sauver l'honneur. Parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse un enfant illégitime dans la culture locale. Il faudrait que la femme aussi ne soit pas sensible. Parce que si l'homme trouve que la femme a besoin de lui, qu'elle trouve plaisir, etc., ça peut la défavoriser, ça peut donc la diminuer. C'est comme si c'est elle qui lui donne un cadeau, mais elle n'en tire pas plaisir. Ça, c'est important dans la culture, que la femme réprime son plaisir et qu'elle fait comme si elle n'a pas besoin de pratique, etc. Et donc, dans ce cadre, l'excision va aider la femme à arriver à ce truc idéalisé, à cette idée idéalisée et recherchée dans la culture, etc. Aussi, la société pense que pour aider la femme à être fidèle, que l'excision va l'aider parce que le fait que son plaisir est réprimé, et n'existe pas, etc., ça va l'aider à observer des règles de fidélité, etc. Certains pensent que c'est aussi plus joli. C'est tout simplement critère esthétique, la beauté. Parce que avant, il n'y avait pas beaucoup les jeunes filles n'étaient pas habillées, ça c'est il y a plus de 60, 50 ans. Et donc, si on voyait une femme avec une espèce de pénis, c'est un peu dévalorisant, ça lui ressemble, mais aussi derrière ça, il y a une problématique fondamentale parce qu'il faut qu'on ne soit pas comme l'homme. C'est-à-dire que dans la culture, il faut que la femme se différencie au maximum de l'homme dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de... etc. Ne porte pas des pantalons, ne porte pas des chemises comme l'homme, ne fait pas telle chose pour ne pas être... Et donc, ne doit pas avoir quelque chose qui ressemble à un pénis comme l'homme. Et là, c'est dans ce truc. Aussi, dans certaines cultures africaines, on pense que c'est bon. Parce que ça rend la femme impure pour ses pratiques religieuses. Ce qui est une vision culturelle locale, mais qui n'est pas dans la religion. Donc, aussi pense-t-il que pour que la femme accouche, etc., que le clitoris constitue une entrave pour l'accouchement. Et donc, l'enlever, ça permettra au futur bébé de naître plus aisément, etc. Si on résume, c'est l'honneur, donc l'honneur de la famille, c'est la beauté, c'est la religion aussi, pour certains, et c'est la maîtrise de soi, parce que la femme doit être capable de se maîtriser et donc ne pas partir aux aléas de son plaisir. Et donc, c'est aussi moins de problèmes pour qu'elle puisse accomplir sa mission fondamentale, ce qui est donner des enfants. Et donc, je pense que c'est là les arguments essentiels que la société traditionnelle avance pour justifier l'excision. Toutes ces violences, et particulièrement l'excision, ont été prises en considération par le mouvement réformiste et visant à l'amélioration du statut socio-économique et culturel de la femme d'une façon générale, et particulièrement prendre cette question qui est l'excision en considération parce que c'est quasiment attaché à nos sociétés. Mais il faut dire que le législateur mauritanien a essayé de lui donner une importance particulière au niveau d'abord de notre constitution qui est au sommet de l'hiérarchie de nos normes, d'abord en phagocytant ou en intégrant l'ensemble des déclarations internationales sur les droits de l'homme, de la femme, de la fille dans cette constitution, et particulièrement au terme des articles 13
alinéa 3, qui assure à tout individu son honneur d'abord, son droit à la vie et à l'intégrité de son corps. Donc cette excision rentre dans ce cadre de l'intégrité du corps et qui a été largement consacrée au niveau de la Constitution mauritanienne à travers les articles 13, alinéa 3, à travers l'article 3 qui, lui, la Constitution assure une certaine que chaque citoyen a ce droit à la vie, ce droit à l'intégrité encore de son corps, et particulièrement pour les enfants à travers l'article 19 et l'article 37 de la Constitution. Il faut dire qu'au niveau de notre encore droit positif spécial, il faut dire que l'article 285 de notre code pénal est parti un peu plus loin pour mettre au rang de crimes la question qui porterait à toute éventuelle amputation d'un corps. Et ça devient complètement un crime qui est passible de peines graves et qui sont là. Mais je pense que ce qu'il faut retenir pour la Mauritanie par rapport à l'excision, c'est que le législateur mauritanien, à travers l'ensemble et particulièrement à travers la Constitution et le Code pénal, a essayé de contenir cette violence et de la mettre au rang du crime et de lui attribuer une sanction très forte. Seulement, il faut considérer que ce mouvement, si j'ose dire, juridique, doit être accompagné par un mouvement socio-culturel qui puisse, à travers la vulgarisation du danger de cette institution, tant sur le plan sanitaire que sur le plan de la santé, que sur le plan culturel, pour aboutir à des résultats meilleurs. منذ سنوات قليلة قاموا هذه حلقات التحسيس وفهم المجتمع وفهم الإعلان هذه القضية عنها أكثر ضرها للصحة الإيجابية للمرأة وفي جميع النواحي الصحية، وهو اللي عادت في المدن الكبار والمجتمع المدني والدولة معدلين كلهم يعدل أيام تحسيسية فياك تنقص هذه ظاهرة في هذا المجتمع اليوم ونقصت قطعا ونقصت. من له الحمد لله سنوات قليلة ما هي ياسرة رأينا علنها ماتت وعد عندنا الحمد لله الطاب ينهين عنها وعادوا يجونا شمن بعث يقولوا علنها ما هي معلومة صحيا في الطاولات. Zahra garde quand même au fond d'elle-même une blessure dont la douleur s'est certes dissipée, mais qui n'en est pas moins lancinante et douloureuse à porter. La nuit tombe et l'aube angoissante est au bout. Demain, cette nouvelle aube sera-t-elle toujours synonyme de souffrance et de pleurs pour les nouvelles filles du village? شرع الترياح ومرض الوسيد من شرع الترياح ومرض الوسيد نفسيا ما ترتاح الطبع قدو غيد اللي زين تصاح هذا بالعلم الريد اللي زين تصاح هذا بالعلم الريد ولايات تنادي إذا زين تشبيه تطلب لها غازي إذا زين تشبيه تطلب لها
تترك عادات زيانة ورابيت كبرنا بالفيضان الطفلة ما رديت عليك اليوم تبان زينا بالبيت 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 ساعدك ليئات إذا جاتك سميت كنا تترك عادات زيانة ورابيت كنا تترك عادات زيانة ورابيت كبرنا بالفيضان الطفلة ما رديت عليك اليوم تبان زينا